C'est parti. Alors voilà, donc bienvenue à ce webinaire qui concerne les ressources humaines. Avant de passer la parole à maître Caroline Erny, qui va nous animer cet atelier sur toute la partie RH spécialisée dans la partie de nos métiers, c'est-à-dire l'hôtellerie-restauration. Je vous donne juste deux brèves comme d'habitude. Première info, vous avez reçu par les boîtes mail entre midi et 2 des informations qui viennent de la Chambre de commerce, des informations qui viennent du SPA du Crayon. Donc voilà, dans tous nos webinars, on a quand même, je trouve, une actualité qui est assez riche. Et en ce qui concerne les pièces jointes, comme elles sont plutôt lourdes, je ne vous les adresserai que ce soir avec le WeTransfer. Hein. Donc comme ça, vous pourrez récupérer à la fois la partie vidéo et également ces éléments-là. Je vais partager l'écran juste ici pour préciser que, alors je l'appelle Caroline parce qu'on s'appelle Caroline, mais en fait on a affaire à un avocat, donc parfois je l'appelle maître aussi. Et donc maître Orny va nous faire aussi une présentation comme le webinaire dernier sur des sujets d'actualité concernant nos professions. Je vous laisse la parole, Caroline, de façon à ce qu'on puisse, j'admets les gens en même temps à rentrer, de façon à ce que vous puissiez, dans un premier temps, nous faire un petit exposé sur les questions-réponses que vous avez déjà reçues par mail, le sujet que vous avez l'intention de traiter, et ensuite, on rentre en questions-réponses comme d'habitude. Caroline, c'est à vous. Oui, merci Bruno. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver. Il s'est passé peu de temps depuis qu'on s'est quitté vendredi, mais ça a été assez riche effectivement en actualité puisqu'on venait d'avoir en fait l'ordonnance Balai du 22 avril qui avait été publiée, qui a été publiée le 23 et que j'ai pu regarder un peu plus. Donc, je vais naturellement vous en parler. Alors, j'avais dit vendredi parce que vendredi on a parlé beaucoup de l'obligation de sécurité de moyens renforcés de l'employeur qui forcément est au cœur de l'actualité et surtout qui va être au cœur de la reprise de toutes les entreprises et donc notamment de votre secteur. Et je vous avais dit, on reviendra peut-être un peu sur le cadrage pour que vous compreniez la logique, parce que la logique va vous permettre en fait d'adapter au terrain. Vous n'allez pas forcément, hormis les fiches métiers qui est en train de rédiger le ministère, vous n'allez pas avoir un guide forcément, et surtout un guide qui aura force juridique. Donc le but, c'est vraiment que vous ayez la logique pour qu'après, vous puissiez l'appliquer dans vos entreprises et l'adapter à votre terrain. Donc je disais, en fait, l'obligation de sécurité de l'employeur, c'est avant tout d'éviter les risques pour les salariés. Et puis, si on ne peut pas, d'éviter au maximum, effectivement, qu'ils y soient exposés de manière intense. Et pour ça, il faut que l'employeur évalue ces risques. Il faut qu'il prenne les mesures de prévention et il faut qu'il puisse donner les instructions. Ces obligations, naturellement, s'adaptent à la taille de l'entreprise et au secteur d'activité. Donc, on ne demande pas la même chose à une entreprise qui a 3000 salariés à une entreprise qui a 20 salariés. Donc, on tient compte effectivement de la taille de l'établissement et de la nature de l'activité. Donc, là aussi, on va tenir compte de la nature de l'activité que vous avez. Et il va falloir ensuite mettre en place des formations adaptées. Alors, avec un critère, et j'y viens tout de suite, et puis je vais partager après la page que j'ai rédigée, mais je voudrais insister sur le fait qu'à l'heure actuelle, on est dans une incertitude totale sur plein de points, mais notamment sur le fait de savoir s'il faut appliquer la législation sur les risques biologiques. Les risques biologiques qui font l'objet dans le Code du travail d'une partie spécifique. Il faut savoir que les risques biologiques entraînent des obligations supplémentaires, qu'on a 4 stades de risques biologiques et que, à l'heure actuelle, le ministère a tendance à classer la pandémie actuelle en risque 2, alors que les autres grippes, aviaires, SRAS, etc., qu'on a connues, étaient classées en 3. Je ne vais pas vous faire les définitions de chaque stade, mais c'est vrai que quand on lit les définitions, on serait plus en stade 3 parce que ça touche effectivement toutes les personnes humaines, toute l'espèce humaine, et qu'il y a un risque de propagation au travers de cette espèce humaine.
Il faut rappeler quand même, vous le savez, on en a parlé rapidement aujourd'hui, il y a eu 4 ordonnances référées qui ont condamné des mesures de prévention ou les mises à jour de documents uniques, notamment Amazon, Carrefour, dont on a le plus entendu parler, qui se sont basées sur les risques biologiques. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que les personnes qui avaient saisi les juridictions se sont fondées sur les risques biologiques, parce que c'était des personnes qui étaient en rapport avec le public, donc on faisait rentrer effectivement dans les risques biologiques, mais on n'est pas à l'abri effectivement de devoir prendre ce risque biologique en compte pour mettre en œuvre en fait nos plans de prévention dans les entreprises. Alors, ce que j'ai préparé, notamment sur la demande de David Hilaire, et parce que je pense qu'effectivement c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour la reprise, c'est de mettre un peu en place les must-have, je dirais, de la reprise, les incontournables. Alors, je vais essayer de repartager l'écran sur la petite, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Sur les incontournables de la reprise, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour le 11 mai? Alors, pour le secteur des HCR, si j'ai bien compris, parce que j'ai écouté vaguement l'intervention de 15 heures du Premier ministre, pour votre secteur, on devrait avoir des informations un peu plus précises pour début juin, si j'ai bien compris ce qu'il indiquait. En tous les cas, la reprise pour vous, elle va avoir lieu comme pour les autres secteurs, donc il va falloir préparer, anticiper ça. J'ai synthétisé dans 3 points, 3 choses à faire. D'abord, une réflexion stratégique. Le plan de continuité de l'activité. Comment est-ce qu'on va travailler? Je vais y revenir. Ensuite, comment est-ce que je vais pouvoir mettre en place les mesures de prévention pour mes salariés? C'est ce que j'ai appelé le DUR, c'est-à-dire le document unique d'évaluation des risques. Et troisième chose, la mise en place. Comment est-ce que je vais mettre en place toutes ces choses auxquelles j'aurais réfléchi et auxquelles, effectivement, j'aurais réfléchi aussi avec mes représentants du personnel si j'en ai, et avec la médecine du travail dans tous les cas, même si je n'ai pas de représentant du personnel. Première chose, une réflexion stratégique. Comment est-ce que je vais continuer mon activité parce que je ne vais peut-être pas pouvoir la remettre en place de la même manière qu'avant le confinement. Vous avez déjà mis les plans de continuité de votre activité très certainement dans vos secteurs, notamment parce qu'ils ont tout simplement abouti le plus souvent à la mise en place du chômage partiel. La question, c'est à partir du moment où vous pourrez reprendre l'activité, comment est-ce que vous allez retravailler? Est-ce que tout le monde va retravailler? Sinon, qui est-ce qui va pouvoir retravailler? Et là, l'ordonnance du 22 avril est très importante puisque vous le savez, avant, on ne pouvait mettre en chômage partiel que tous les salariés ou tous les salariés d'un établissement ou tous les salariés d'un même secteur. En réalité, le chômage partiel, c'était une mesure collective. Aujourd'hui, depuis le 22, plus exactement depuis le 23 avril, on va pouvoir mettre les salariés, je dirais, un peu à la carte en chômage partiel ou en réduction d'activité. Celui-ci, je vais pouvoir le mettre à 35 heures, mais celui-ci, je le mettrai à 30 heures et celui-ci à 20 heures. Donc, comment est-ce que je vais organiser ça? Sachant que ça se fait sous condition et a priori, parce que ça, on n'a pas la réponse définitive, mais après mise en place d'un accord collectif de l'entreprise. Accord collectif même dans les toutes petites entreprises, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de CSE, puisque vous savez que vous pouvez faire des accords d'entreprise en faisant voter vos salariés. Donc tout ça, il va falloir le réfléchir, parce que si vous voulez faire des mesures individualisées de chômage partiel, et notamment de reprise, mais de reprise échelonnée, toi à 20 heures, toi à 25 et toi à 30 par exemple, il vous faut un accord collectif d'entreprise, a priori, selon les informations qu'on a pour l'instant. Comment vont travailler les salariés? Donc, c'est ce que je vous disais, avec quel planning en fait vous allez mettre en place? Est-ce qu'il y aura des roulements? Comment est-ce que vous allez l'organiser? Ce plan de continuité, la forme, elle est totalement libre. Vous n'avez pas de modèle à avoir. Mais en revanche, il va falloir intégrer le CSE dans cette mise en place de ce plan de continuité. Et bien sûr, une fois que stratégiquement vous aurez posé les choses, il va falloir informer les salariés. Quand vous avez posé les choses au niveau stratégique, économique, je dirais, il va falloir réfléchir à comment, du coup, je vais pouvoir protéger mes salariés à partir du moment où ils vont commencer à travailler. Et le pilier central, on le disait déjà vendredi, ça va être votre document unique d'évaluation des risques, que je vais appeler document unique pour aller plus vite.
On l'a dit, la priorité, c'est d'éviter les risques. Sauf que, on l'a entendu lors de l'allocution ministérielle, on va devoir vivre avec le Covid. Donc, on ne va pas pouvoir éviter tous les risques, mais il va falloir les évaluer pour les éviter au maximum et prendre les mesures de prévention nécessaires. Il va falloir cartographier secteur par secteur, poste par poste. Il va falloir réfléchir aux lieux communs, c'est-à-dire aux vestiaires, à la machine à café, à tous ces lieux, en fait, effectivement, où les salariés vont se retrouver, mais aussi à tous les lieux où les salariés vont se trouver face à vos clients. Et là, il est impératif d'associer le CSE, si vous en avez un, et les services de santé au travail. Vous pouvez aussi faire appel à des entreprises spécialisées qui vont venir vérifier un peu, je dirais surtout peut-être dans les grandes structures, mais qui vont venir voir en fait où est-ce que se situent les risques pour qu'effectivement vous puissiez mettre à jour de manière correcte le document unique. Et je l'ai dit, on a cette incertitude sur l'application de la législation sur les risques biologiques, donc il faut les prendre aussi en compte dans votre document unique. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est la mise en place. Alors, comment est-ce que je vais mettre tout ça en place? Parce que je l'ai noté par écrit dans mon document unique, je l'ai noté dans mon plan de continuité, mais maintenant, je vais le mettre en œuvre de manière, je dirais, concrète vis-à-vis de mes salariés. Alors, c'est libre. C'est libre, sauf que il faut forcément le mettre par écrit. Pourquoi? Parce que vous avez besoin systématiquement de justificatifs par rapport à l'administration. Donc, je vous conseille, pour tout ce qui est conditions sanitaires, de faire des protocoles. Le DUR ne suffira pas. Il faut aller plus loin, d'ailleurs, et c'est ce que je crois qu'on avait dit vendredi déjà, il faut aller plus loin que les recommandations ministérielles. C'est la base, mais ça ne suffit pas. Il faut adapter vraiment votre entreprise à vos établissements, à chacun des postes présents dans votre entreprise. Et ensuite, alors, juridiquement, il faudrait modifier le règlement intérieur. Sauf que modifier le règlement intérieur, vous le savez, c'est un peu long, c'est compliqué, on n'a pas forcément le temps là, surtout qu'il va falloir réévaluer une fois que vous recommencez. Imaginons que vous recommencez le 1er juin, il va falloir réévaluer régulièrement en fait toutes les mesures que vous aurez mises en place. Donc, à l'heure actuelle, juridiquement, on part du principe que des notes de service qui valent le règlement intérieur pourront suffire à donner les instructions aux salariés et que les salariés devront suivre ces instructions. Et que s'ils les violent, et là je répète ce qu'on a dit vendredi, vous pourrez effectivement les sanctionner si nécessaire pour assurer la sécurité non seulement des autres salariés, mais aussi des clients. Il va falloir informer et former les salariés. Informer, ça paraît évident, et le faire par écrit ou par toute manière qui vous permette de prouver après à l'administration ou éventuellement au juge en cas de contentieux que vous avez informé les salariés. Il va aussi falloir les former. Il va falloir les former s'il y a des procédures sanitaires particulières. Alors, ça peut être des formations assez rapides, hein, mais je pense notamment aux masques. Il va falloir effectivement former les salariés à comment je mets les masques, je ne dois pas y toucher. C'est des choses qu'on entend systématiquement dans les médias, mais il vous appartient à vous aussi, employeur, de faire cette formation pour vos salariés. Et ensuite, il va falloir mettre en place une procédure de vérification, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous puissiez vérifier que tout ce que vous avez écrit dans votre document unique, tout ce que vous avez écrit dans vos protocoles, dans votre note de service, se soit bien mis en place par vos salariés. Donc, ça peut passer par, je ne sais pas, des passages dans, par exemple, dans vos différents secteurs pour voir si c'est bien appliqué. Et les sanctions qui seront forcément prises si jamais ces process ne sont pas respectés. Voilà, je dirais, les trois grandes étapes qu'il faut respecter pour la mise en place. Réfléchir qui va travailler, comment et quand et comment est-ce que je mets ça en place. Évaluer les risques et mettre en place les mesures de prévention dans le document unique en associant le CSE et le médecin du travail. Et ensuite, la mise en place concrète par, je dirais, des choses plus utilitaires dans le quotidien, protocole, note de service et autres. Alors, je vais... Donc, vous aurez ce document, c'est ce que Bruno disait avant, vous aurez ce document ce soir. J'en profite alors pour justement pour revenir sur les ordonnances
dont on a parlé, notamment celle du 22 avril, parce que je vous ai dit, pour l'individualisation du chômage partiel, il vous faut un accord collectif ou l'accord du CSE. Donc, soit vous avez un CSE et vous le faites avec le CSE, soit vous n'avez pas de CSE, à ce moment-là, il faut un accord collectif. Si vous avez un CSE, rien ne vous empêche de faire un accord collectif d'entreprise. On est bien d'accord. Mais si vous n'en avez pas, il vous faut, a priori, au vu des instructions qu'on a à l'heure actuelle, un accord collectif. Ça, c'est le bémol que je mets à l'annonce que je fais vendredi par rapport à cette ordonnance. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi qu'il y a une note aussi du directeur général du travail du 22 avril également, qui a demandé aux inspecteurs du travail d'augmenter le nombre de visites sur site pour vérifier, après le déconfinement, si les conditions sanitaires seront bien respectées. Ce qui veut dire, et on le savait, qu'il y aura des contrôles, non seulement par rapport au chômage partiel et au respect de la légalité, mais aussi par rapport à tout ce qui est mesures sanitaires qui devront être prises par les entreprises. Parce que pour l'instant, c'est vrai, on se disait, cette vérification pour l'inspection du travail se fera pas mal par visio, pas sur site. Là, le directeur général du travail a dit qu'il faudra prendre toutes les mesures de précaution pour les inspecteurs du travail, mais il faut qu'ils aillent sur site pour vérifier. Et je vous rappelle que les ordonnances de référé qui ont été rendues l'ont été sur saisine de l'inspection du travail. Donc, c'est vraiment elle qui a été à l'origine, sauf pour un cas, de la saisine du juge. Ça, c'était le deuxième point de vigilance. Troisième chose que je voulais vous dire, puisque là aussi, on a eu un décret qui est tombé par rapport aux ruptures conventionnelles. Je vous disais que vendredi, pour les ruptures conventionnelles, on savait que le délai de rétractation, en fait, n'était finalement pas suspendu. On applique le délai de rétractation en matière de rupture conventionnelle comme d'habitude. Mais en matière d'administration, on ne savait pas. On a un nouveau décret qui vient de tomber et qui dit pour le délai d'instruction de l'administration, on applique les règles habituelles, il n'y a pas de suspension, il n'y a pas de prorogation des délais. Donc l'administration a 15 jours effectivement pour rendre sa décision d'homologation. Si elle ne fait pas, c'est une acceptation tacite. On en revient au process habituel en matière de rupture conventionnelle. Ça, c'était le petit point que je voulais faire, voilà, d'une part sur qu'est-ce que je dois mettre en place, le pense-bête, le pense-bête, je dirais, de la reprise, d'une part, et puis les deux petites nouveautés qui viennent de tomber, sachant que comme il y a des questions aussi qui portaient notamment sur les 39 heures, je vais y venir là pendant les réponses aux questions. D'accord. Merci Caroline. Avant de passer le relais sur les questions-réponses, deux petits compléments d'information. Le premier, pour toutes les personnes qui me suivent, on va parler de pense intelligent et non pas de pense bête, parce qu'effectivement, vous nous donnez des super bonnes idées. Ensuite, quand vous avez parlé de protocole pour toutes les personnes qui suivent les webinars, dans toutes les pièces jointes qui sont transférées, vous allez trouver quand même pas mal de matières qui vont pouvoir déjà vous faire une bonne base sur justement ces protocoles. Et enfin, je dirais que là, on est sur un véritable plan d'action. Et ce plan d'action est vraiment le complément de ce qu'on a eu le webinar précédent. Et donc, j'invite bien évidemment vous-même et vos connaissances à vous rendre même lieu, même heure la semaine prochaine, puisque à la même heure, nous aurons le troisième webinar en présence de Caroline. Et juste avant de démarrer les questions-réponses, comme il est d'usage dans ma déontologie, j'avertis que comme la technique a l'air d'être suffisamment au point, je continue cet enregistrement et on verra en fin de session, sauf avis contraire, pour qu'il puisse avoir une diffusion un petit peu plus large que l'intérieur de notre cercle. Voilà. Qui veut démarrer les questions-réponses? Stéphane, en général. Oui, Stéphane, tu ouvres le bal, c'est classique. Vas-y. Il faut activer le micro, Stéphane. On ne t'entend pas, Stéphane. Attends, je vais essayer de lui remettre le… C'est bon, merci. C'est bon, excuse-moi. Oui. Par rapport à l'arrivée de nos futurs collaborateurs, le retour,
Je reparle de la médecine du travail, la METRA. Est-ce que l'employeur a l'obligation de solliciter la METRA pour qu'il ait un passeport? Voilà, j'ai un passeport, je peux revenir dans l'entreprise? Non, pas du tout. Aucunement. Alors, je me suis penchée sur cette question, effectivement, des visites de reprise, de l'inaptitude, etc. Je n'ai absolument rien vu. Donc, il n'y a pas d'obligation, en fait, de vérifier si le salarié est apte à reprendre le travail ou pas. Bien au contraire, en fait, de ce que j'ai vu, c'est plutôt des reports de visites médicales qui sont prévus ou de la visioconférence, la visioconsultation, pardon, plus exactement en matière médicale, de la visioconsultation qui est prévue. Alors, naturellement, l'employeur ou le salarié peut toujours demander une visite au médecin du travail. Il n'a pas cette obligation. D'accord. Est-ce qu'on parle de justement comment on sait si notre collaborateur est apte à revenir au travail? Est-ce qu'on va avoir un contrôle de température? Comment on peut prouver qu'il n'est pas porteur du virus? Alors, vous n'aurez pas de moyen de le savoir de manière… il ne va pas venir avec un certificat de « je ne suis pas porteur ». Ça, ce n'est pas prévu. Ce qui est prévu, effectivement, c'est qu'on va autoriser, mais sous certaines conditions et avec, je dirais, avec beaucoup de réserve, la possibilité de prendre la température du salarié à l'entrée sur les lieux de travail. Alors, c'est prévu, je dirais, dans les préconisations ministérielles. À l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de texte juridique qui le permet. Or, vous le savez, ça pose pas mal de questions au niveau de la discussion, du secret professionnel aussi. Et je prends comme exemple, parce que finalement, c'est l'exemple le plus proche, l'éthylotest, en fait, quand vous avez le soupçon d'un salarié qui est ivre sur son lieu de travail ou voilà. Vous savez que normalement, vous ne pouvez faire ça que si vous l'avez prévu dans votre règlement intérieur, en présence de témoins, qu'en ayant prévu la possibilité pour le salarié de contester ce test. À l'heure actuelle, on n'a rien en matière de prise de température. On sait juste que le ministère a dit que ce sera possible. Si vous souhaitez le mettre en place, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut que vous preniez toutes les précautions nécessaires afin qu'il ne soit pas discriminatoire. Donc, bien entendu, tous les salariés soient soumis et que ce soit fait dans des conditions qui permettent d'une part de préserver la dignité de la personne, ça c'est une soupçon, je dirais, et la deuxième chose, c'est d'informer le salarié, c'est-à-dire qu'ils soient informés de comment va être prise la température, à partir de combien de degrés vous refusez l'entrée au salarié, quelles sont les conséquences si vous le refusez sur les lieux de travail pour lui, et quelles sont les conséquences pour lui s'il refuse de se faire prendre la température. Donc, une possibilité, oui, mais alors juridiquement, je vous avoue que ça semble compliqué parce que autant ça semble nécessaire pour vérifier les conditions sanitaires, autant après, je vois se filer des contentieux juridiques. D'accord. Une personne, quand le salarié ne va pas vouloir revenir, soit parce qu'il doit aider une tierce personne qui est vulnérable, comment on va traiter? Il a dit, je ne peux pas venir parce que je dois m'occuper de ma mère ou de ma grand-mère. Oui. Comment il va justifier son non-retour? Est-ce qu'il y aura un arrêt maladie? Alors, ça, c'est quelque chose aussi qui est tout nouveau et qui, pour l'instant, nous pose encore pas mal de questions. Mais ce qu'on sait, c'est que, d'une part, d'abord, ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne les personnes vulnérables. Ces vulnérabilités, en fait, sont notées, non pas par décret. On attendait, on ne sait pas trop bien s'il va venir, s'il ne va pas venir. Un décret, en tous les cas, ça a été listé par le ministère. Tous les cas toutes les pathologies qui présentent effectivement cette vulnérabilité. Ça concerne en deuxième point également les personnes dont vous parliez, c'est-à-dire celles qui vivent avec une personne vulnérable. Pas qui doivent s'en occuper, c'est-à-dire elles vivent avec un conjoint, un enfant ou un ascendant effectivement qui est vulnérable, qui a ses points de vulnérabilité. Troisième chose, ça concerne également les gens, mais c'est limité dans le temps, peut-être pas tant que ça si j'ai bien compris le Premier ministre, mais les enfants qui ont les gens qui ont un enfant de moins de 16 ans à domicile dont l'établissement scolaire est fermé. Donc déjà, ça ne concerne que 3 catégories de salariés. Ces 3 catégories de salariés ne sont pas traitées de la même manière, puisque effectivement, dans le temps, il va y avoir une reprise des établissements. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'à partir du 1er mai, toutes ces personnes en fait, qui actuellement sont sous arrêt maladie, alors peut-être pas dans vos secteurs, parce que vous avez été comme en général, vous avez été fermés, donc vous avez tous passé en chômage partiel, mais ce sont souvent des personnes qui sont en arrêt maladie dérogatoire.
sont pas vraiment malades. Elles ont, voilà. Donc, elles sont en arrêt maladie dérogatoire. À partir du 1er mai, elles vont basculer sous le régime du chômage partiel. Elles vont basculer sous le régime du chômage partiel pour celles qui sont vulnérables et qui ont une personne vulnérable à la maison jusqu'à une date qui sera fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre. Ça, c'est la première chose. Pour celles qui sont concernées par la garde d'un enfant de moins de 16 ans, jusqu'à il y a 1 heure, jusqu'au 11 mai. Et du coup, comme les réouvertures des lycées sont repoussées jusqu'en juin, un collège, je ne sais pas, jusqu'à la réouverture des établissements scolaires. Alors ça déjà, c'est pour dire, voilà, elles vont basculer sous un régime de chômage partiel et non plus d'arrêt maladie. Et elles seront, alors je vais venir peut-être après sur l'indemnisation, et comment est-ce qu'elles vont pouvoir en justifier? Elles vont demander en fait à leur médecin, pour celles qui sont vulnérables, qui sont avec des personnes vulnérables, elles vont demander un certificat d'isolement. Alors, certificat d'isolement qu'elles demandent soit à la CPAM, parce qu'il y en a certaines qui se sont inscrites sur la plateforme de la CPAM directement, soit à leur médecin traitant. Mais elles vont devoir vous justifier d'un certificat d'isolement. Voilà. Ce n'est pas elles qui vont décréter qu'elles restent en maison. Oui, Alors, justement, on peut juste, avoir… Stéphane, 30 secondes. Oui, bien sûr. Caroline, alors ceux qui sont en chômage partiel et qui ont des enfants, ils vont rester en chômage partiel jusqu'à la réouverture des écoles. Oui. Ok, merci. Vas-y, Stéphane. Sauf télétravail possible, ce qui, j'imagine, dans vos activités est très rare. Même si la majorité de nos collaborateurs sont plus que motivés pour retrouver leur travail, il se peut qu'il y en ait quelques-uns qui aient la crainte, qui ont peur de revenir sur le milieu du travail. Oui. Donc là, ça veut dire qu'ils vont devoir demander un certificat d'isolement ou… Non. Alors, s'ils ont juste peur, mais qui ne peuvent pas justifier d'une des pathologies qui les rend vulnérables, ils ne peuvent pas, effectivement, je dirais comme hors cas de pandémie, hein, s'ils ne veulent pas venir travailler, ils vont chez leur médecin qui est peut-être un petit peu sympathique et qui leur fait un certificat médical, mais ils ne pourront pas avoir ce certificat d'isolement. Et la seule chose qu'ils pourront faire, c'est faire un droit de retrait. Mais ce droit de retrait, vous le savez, est encadré. Donc, si vous avez, vous, employeur, mis en place toutes les mesures pour leur assurer la sécurité sur le lieu de travail, ils ne pourront pas faire ce droit de retrait. Et s'ils le font, vous serez en capacité de les sanctionner. D'accord. Bon, faut-il encore, excuse-moi Stéphane, pour le droit de retrait, bonjour Caroline, pour le droit de retrait, faut-il encore avoir mis en place toutes les mesures sanitaires de sécurité nécessaires? C'est ça. À partir du moment où l'employeur a mis toutes les mesures sanitaires en place, le salarié ne peut pas exercer son droit de retrait. Alors Stéphane, vous invoquiez notamment, et c'est vrai qu'on va la retrouver beaucoup, cette peur de reprendre le travail et d'être confronté à un conflit. C'est là où je pense qu'effectivement, toute la partie mise à jour du document unique et mise en place avec le CSE si vous en avez, avec la médecine du travail, mais aussi quelque part avec les salariés que vous allez informer, ça va permettre d'établir un climat de confiance qui va faire que les salariés auront peut-être un peu moins peur parce qu'ils sauront tout ce que vous avez mis en place. Voilà. Après, ceux qui sont paniqués, on ne pourra pas faire grand-chose pour eux parce que… Mais en tous les cas, ils n'ont pas le droit de ne pas venir. D'accord. Alors, on sait, malheureusement, la situation économique va être dégradée cet été, quelle que soit l'exploitation, mais malheureusement, on n'aura pas la même activité que l'année dernière. Aujourd'hui, nos collaborateurs sont 3/4 en chômage partiel. Est-ce qu'on pourra, et pour des contrats saisonniers en chômage partiel, est-ce qu'on pourra mettre fin à leur contrat avant la fin de la saison ou est-ce qu'on sera tenu de tirer naturellement vers une fin de saison? Oui, vous serez obligé de tirer jusqu'à la fin de saison. On ne peut pas faire de rupture anticipée de ces contrats puisque ce sont des CDD, les contrats saisonniers. Que vous savez qu'il y a 5 cas qui sont prévus. Le seul qui pourrait éventuellement rentrer dans le cas actuel, c'est le cas de force majeure. Or, on pense, parce qu'on n'a pas encore de certitude, mais a priori, la pandémie actuelle n'est pas un cas de force majeure. N'est pas considéré comme un cas de force majeure en droit du travail. Donc, vous ne pourrez pas mettre fin à ces CDD de manière anticipée, ce qui veut dire qu'il va falloir aller jusqu'au terme. Alors, soit de date à date, si ce sont des contrats de date à date, soit fin de saison, si c'est fin de saison.
Un petit point technique, là j'ai besoin à ce niveau-là, je voudrais que tout le monde coupe son micro et que vous ne rallumiez votre micro que lorsque vous allez intervenir parce qu'il y a pas mal de larcènes et de fonds sonores. Voilà. Et je vais proposer, comme la dernière fois, Stéphane, je vais faire passer un peu ton tour et tu vas revenir parce que évidemment tu as beaucoup de questions et voilà. Et je n'ai pas marqué liberté, égalité, fraternité sur ma porte, mais je vais essayer quand même de répartir la charge. Qui veut reprendre la main pour poser une question à Caroline? Alors, Olivier. Olivier. Oui, allez, Olivier. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Une question concernant l'individualisation de l'activité partielle. Est-ce qu'on doit justifier le fait qu'on fasse appel à tel ou tel collaborateur plutôt qu'un autre? Oui, alors je mets mes lunettes parce qu'il y a toute une liste. Il y a toute une liste en fait de choses que vous devez respecter et justifier. Et là aussi, forcément, il va falloir que vous conserviez les justificatifs pour après pouvoir en justifier auprès de l'administration. Alors, je vous le lis. Hein, alors, je ne vous le lis pas de manière exhaustive parce que sinon, ça va être un peu austère. Mais il va falloir que vous puissiez… Alors, c'est justifié. Je vous l'ai dit, quand vous voulez individualiser l'activité partielle, il va falloir que vous passiez par le CSE, par un document qui sera écrit avec le CSE ou un accord collectif. Et dans cet accord, vous allez justifier de tous les points que je vais vous lister. Donc, c'est les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de votre activité ou du secteur, s'il y a un secteur qui recommande. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les critères objectifs liés au poste, aux fonctions occupées ou aux qualifications et aux compétences professionnelles qui vous permettent de désigner tel ou tel salarié. 3, les modalités et la périodicité à 3 mois selon lequel vous allez réexaminer pour voir si vous continuez à maintenir ce rythme ou pas. Et puis, les modalités particulières selon l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale vont être conciliées. Ça, je vous avoue que, alors là, pour moi, c'est un peu une nébuleuse parce que je ne vois pas très bien ce qu'on va pouvoir mettre là-dedans. J'imagine que c'est lorsque vous allez faire des plannings, en fait, en disant, vous allez travailler à ce moment-là et vous plutôt à ce moment-là, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui travaillent à tels horaires, par exemple. Et les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée. C'est-à-dire comment est-ce que vous allez informer les salariés, mais à mon sens aussi, quel délai vous allez leur donner lorsqu'il y aura des changements de planning et à quel moment ils vont passer de 20h à 30h et de 30 à 35, etc. Voilà. Donc oui, il faut justifier. D'accord. Daniela? Oui, bonjour Caroline. J'avais une question sur les lieux de vie dans l'entreprise. Quelle est l'obligation de ce côté-là? Pour être clair, en fait, voilà, je vous parle de la cuisine qui est dédiée au staff, par exemple, en sachant qu'on a ça qui est mis en place et il n'y a aucune autre compensation, ni ticket resto, ni cantine, ni rien. Donc, si la cuisine est plus accessible, que se passe-t-il? Est-ce qu'on doit mettre en place des tickets resto, un accès à la cantine? Enfin, voilà, comment est réglementé il n'y a aucune réglementation. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'évaluer les risques et de mettre en place des mesures de prévention. Donc, on est là aussi dans une grande nébuleuse. On a quelques pistes. Parce que quand on regarde en fait toutes les fiches, vous savez qu'il y a des fiches qui ont été publiées. Alors, je ne sais pas si je les ai là sous les yeux parce que je m'étais fait une petite synthèse, mais quand on regarde toutes les fiches métiers, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des incontournables, qui est le lavage des mains, le gel hydroalcoolique, des choses comme ça. Alors, il y a certaines entreprises spécialisées dans les conditions de travail qui préconisent, par exemple, que la machine à café, le micro-ondes ne soit plus utilisée par les salariés. J'ai parlé ce matin à une autre entreprise spécialisée dans cette matière-là qui me dit non, si vous mettez un process, il n'y a pas beaucoup de salariés, et si vous mettez un process en disant dès que j'arrive devant la machine à café, je me lave les mains avec du savon, avec du papier, non pas avec une serviette, ni avec en tissu, mais avec du papier, et ensuite j'utilise la machine à café, et après je me relave les mains, ça suffit, puisque en fait c'est les consignes de base, mais qui permettent effectivement l'absence de contamination. Donc, il n'y a pas de réglementation. Il y a des fiches métiers, je pense on en attend une soixantaine, donc je pense qu'on aura des informations. En tous les cas, on n'aura pas une réglementation précise là-dessus.
Dans les fiches métiers, et protocole à mettre en place, en gros. je rebondis, Caroline, sur les fiches métiers parce qu'effectivement, on en fait circuler aussi pas mal au niveau de nos webinars. Quand vous voulez intervenir, alors vous intervenez quand vous voulez, mais par contre, s'il y en a qui passent à l'écran juste en levant la main, moi, ça me permet à un moment donné de vérifier que tout le monde puisse intervenir s'il le souhaite. Voilà. Qui prend le relais? Giuseppe. Je vais prendre le relais pour moi et pour Céline, si Céline est encore là, parce qu'elle avait deux questions. Ma première question, est-ce que vous pouvez me clarifier le premier point d'attention que vous nous avez fait? C'est-à-dire qu'il faut avoir, pour pouvoir réintégrer à fur et à mesure le personnel qui est aujourd'hui en chômage partiel, en activité partielle, il faut, si on n'a pas de CE, si on n'a pas de délégué, il faut quand même questionner le personnel, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il faut le questionner. Quand je dis questionner, je vais vite parce qu'en réalité, vous êtes obligé d'organiser un référendum. C'est-à-dire qu'il est prévu, ça ce sont les ordonnances Macron de 2017 qui prévoient que vous pouvez, même dans les toutes petites entreprises, mettre en place des accords collectifs, comme les toutes grandes. Simplement, il faut mettre en place une procédure qui est là pour le coup légale et qui prévoit que vous rédigiez, vous, en fait, l'accord collectif, vous, employeur, que vous le soumettiez à vos salariés, le délai a été raccourci, et ensuite que vous faites voter les salariés par référendum. D'accord, très bien. Et la deuxième question, alors ça sort un petit peu du contexte, mais bon, plus ou moins, j'ai un cas de Covid validé au sein de l'établissement. Donc, la personne, on l'isole, disons que c'est un client, disons que c'est un collaborateur, on l'isole donc au domicile ou à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe pour l'établissement? Est-ce qu'il y a une mise en quarantaine? Est-ce que l'établissement doit fermer? Est-ce que les clients qui sont à l'intérieur vont devoir être mis en quarantaine aussi? Est-ce qu'on a des informations par rapport à ça? Oui, alors on a des informations pour l'instant qui datent un peu maintenant parce que vous pouvez aller sur le site du ministère en fait qui indique ces éléments. La première chose effectivement, c'est d'arriver à détecter. Alors ça me permet justement de vous dire aussi que dans les mesures à prendre, à mettre en place dans le document unique, il faut prévoir une procédure justement d'urgence en cas de Covid avéré parmi vos salariés. Et à ce moment-là, il faut arriver à détecter en fait toutes les personnes qui ont été en contact étroit avec cette personne. À partir de là, ces personnes doivent être mises en isolement, effectivement, en quarantaine. Et il faut que les lieux où s'est trouvé le salarié, alors ça peut être toute l'entreprise, notamment si les locaux ne sont pas très grands ou si c'est quelqu'un qui circule, il va falloir mettre en place une désinfection des locaux. Alors après, de la même manière, on peut aller plus loin et avoir après effectivement les process que vous mettez à chaque fois, mais il faut le prévoir en amont. Là, vous vous retrouvez avec ce cas-là, mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas encore ce cas, il vaut mieux le prévoir avant. Dans tous les cas, oui, vous avez des informations sur le site du ministère qui prévoit ce cas-là. C'est d'ailleurs les premières préconisations qui ont été prises par le ministère tout au début. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Et je ne sais pas si Céline, elle vous posait les deux questions qu'elle avait. Oui, je suis là. Désolée, j'ai un petit problème technique, mais je vous entends. On t'entend aussi, Céline, c'est bon. Je ne sais pas si la question avait déjà été posée vendredi. Moi, c'est concernant l'indemnisation des 39 heures et la rétroactivité, étant donné que ça apparaît dans l'ordonnance du 22 ou 23 avril. Est-ce que ça prend effet au 23 ou 24? Est-ce que c'est rétroactif? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Alors, l'information qu'on a, c'est qu'on n'en sait rien du tout. C'est une très bonne question, aussi bien pour l'indemnisation que pour la date d'entrée en vigueur. Enfin, non, la date d'entrée en vigueur, on sait que l'ordonnance, elle entre en vigueur au moment de sa parution, donc c'est le 23 avril. En revanche, on ne sait pas si c'est rétroactif ou pas, parce que l'ordonnance, elle ne nous dit rien. On a cru comprendre, d'après les dires du ministère, que ce serait rétroactif. Ce qui, dans un sens, ne serait pas idiot, dans la mesure où, effectivement, il n'y aurait pas de raison que certains salariés soient traités différemment que d'autres, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore été en chômage partiel, qui vont l'être maintenant. Pourquoi ceux-ci pourraient bénéficier de l'indemnisation à hauteur de 39 et pas ceux qui ont été mis le 12 mars?
Donc, c'est vrai que pour une question d'égalité, ce serait normal qu'il y ait une rétroactivité. En revanche, c'est vrai aussi que quand on lit que juridiquement, ça pose un problème, cette histoire de rétroactivité. Mais bon, ça, c'est juste sur un plan juridique, ça peut se régler éventuellement par un texte ultérieur. Et ce qui, moi, me pose souci, c'est que le texte dit tous les salariés qui ont un contrat de travail. Alors, vous avez une convention collective qui prévoit ces 39 heures, mais ça concerne aussi les salariés qui n'ont pas ce type de convention collective et qui bénéficient d'un contrat de travail qui prévoit les 39 heures. Et l'ordonnance dit tous les contrats qui ont été signés avant le 23 avril. Donc, à mon avis, la rétroactivité va être compliquée. Voilà. Mais c'est vrai que les questions, à l'heure actuelle, la question circule, on n'a absolument pas de réponse là-dessus. Donc, déjà, sur ce point-là, je ne sais pas vous répondre. La deuxième chose, c'est sur l'indemnisation. Et là aussi, on ne sait pas, tout simplement parce que on ne sait pas quelle est l'assiette en fait qu'on va devoir prendre en compte, puisque forcément, de 35 à 39 heures, ce sont des heures majorées. Est-ce que l'indemnisation du salarié va devoir se faire sur la base de la majoration ou sur la base du paiement des heures normales? On ne sait pas. Est-ce qu'on va le faire? Alors, on a déjà une indication parce que les salariés qui sont en régime d'équivalence, comme par exemple dans les transports, on sait que eux, il y a déjà un mode de calcul qui est proposé. Donc, est-ce qu'on va aligner sur ce mode? Je ne sais pas du tout. On ne sait pas à l'heure actuelle. On espère qu'on aura des modalités assez rapides parce qu'on est fin du mois. Donc, mais oui. Ok, très bien. J'avais une autre question également concernant les travails qui ont démarré avant l'activité partielle. Pour moi, ce n'est pas très clair en termes de complément employeur. Est-ce qu'on doit le pratiquer ou pas si c'est un arrêt antérieur et qu'il n'y a pas de lien avec l'épidémie? Alors là, vous ne parlez pas des arrêts de travail dérogatoires, vous parlez d'un salarié qui est malade. Tout à fait. Ouais. Oui, alors là aussi, c'est normalement, vous devez le… Alors, soit c'est un arrêt de travail, effectivement, qui date d'avant le confinement, et là, le maintien se fait, je dirais, dans les conditions habituelles, notamment par rapport au délai de carence. En revanche, si c'est un arrêt de travail qui est en lien avec le Covid, là, on applique effectivement le statut Covid, je dirais. D'accord. J'en profite juste pour faire, parce que je pensais que votre question en fait se situait plus sur les arrêts de travail dérogatoires, qui donc au 1er mai basculent sur du chômage partiel. Comment est-ce qu'on va les indemniser? Alors eux, il est certain qu'on va les indemniser, parce que ça c'est ce que nous dit l'ordonnance, on va les indemniser de manière légale comme les autres chômages partiels, c'est-à-dire à hauteur de 70% du brut. La question, c'est, alors à mon sens oui, parce que sinon il y a une discrimination, mais est-ce que si l'employeur, si vous avez choisi en tant qu'employeur de les indemniser à hauteur de 100%, parce que vous pouvez le faire, est-ce que les arrêts de travail qui basculent en chômage partiel automatiquement, vous allez devoir les indemniser à hauteur de 100% aussi, ou pour eux, rester à 70%? Voilà, ça je n'ai pas la réponse, mais c'est une question qui va se poser. Très bien, merci. Autant que vous savez, alors peut-être que ça ne concerne pas énormément de salariés, mais cette ordonnance aussi du 22 avril a prévu que lorsque vous indemnisez vos salariés, vous faites un complément au chômage partiel, c'est-à-dire vous les indemnisez au-delà des 70% du brut légal. Vous ne bénéficierez plus à partir du 1er mai de l'exonération en fait, des cotisations sociales à partir du moment où la somme des indemnités légales plus votre complément dépasse 31 € quelque chose, 31,97 € je crois, brut, voilà, de l'heure. Donc voilà, c'est peut-être surtout votre taf administratif qui est concerné, mais ça peut concerner du monde. Merci Caroline. Ce que je vais faire aussi, comme je connais pas mal les participants, pour que dans les différentes catégories, tout le monde retrouve aussi ses questions. Est-ce que Florence Saint-Tropez, par rapport à ton établissement, tu veux intervenir? Sinon, tu lèves la main. Hein. Voilà, quand tu veux. Non, okay, c'est bon. Ok, voilà, merci. François, est-ce que tu as une question? Non. Virginie? Alors, je vais redonner la parole à Stéphane parce qu'il est toujours riche pour ces questions et c'est très bien. Merci beaucoup en tous les cas, Stéphane. Merci.
Caroline, c'était juste pour nous repréciser, s'il vous plaît, le statut des jours fériés au mois de mai pour les jours fériés qui ne sont pas travaillés, s'il vous plaît. Oui, alors faut que je retrouve ma page parce que je vous avoue que je ne l'ai jamais en tête. Alors, alors, le 1er mai, il faut le payer, ça c'est sûr, et il faut le payer hors indemnisation chômage partiel. Ça, c'est certain. Ensuite, pour les jours fériés qui sont normalement travaillés, ils relèvent. Je vous ferai le petit mot, en revanche, je vous le confirmerai par écrit, hein, parce que pour moi aussi, ce n'est pas toujours très clair. Pour les jours fériés qui sont normalement travaillés par le salarié, il faut les payer. Il faut les payer en activité partielle, puisque là, en fait, ils sont comme quand ils travaillent, ils sont en activité partielle, donc vous les indemnisez en activité partielle. Et pour les jours, ils doivent être payés également de manière habituelle et non pas en activité partielle. Vous repréciserez tout ça, enfin, je l'enverrai donc à Bruno pour qu'il puisse vous le transmettre. D'accord. La journée de solidarité ne rentre pas dans l'activité partielle. Elle doit être payée normalement. Elle sera, pour l'instant, on a une incertitude sur cette journée de solidarité sur laquelle il va falloir se pencher assez rapidement. Malheureusement, peut-être que nous allons avoir des collaborateurs saisonniers qu'on ne va pas voir ou pratiquement pas voir de l'été. Étant donné qu'on ne pourra pas anticiper leur fin de contrat saisonnier, on va certainement voir des départs naturels parce que peut-être d'autres entreprises auront, eux, besoin de lui sur 35 heures. Donc, ça veut dire qu'on fera une fin de contrat d'un commun accord. Oui, tout à fait. Mais ça, là, vous pouvez faire alors, deux choses. L'une, soit il a un CDI, c'est possible. Bon, voilà, mais s'il a un CDI, c'est un motif de rupture de toute façon. Soit il veut aller ailleurs et là, vous faites une rupture d'un commun accord par écrit. Et Bruno, il faut toujours les sécuriser juridiquement, mais je dirais, au vu du contexte, il est d'autant plus important de bien le sécuriser juridiquement, c'est-à-dire d'avoir un écrit vraiment pour justifier que c'est le salarié qui l'a demandé. On ne vient pas vous reprocher après que oui. C'est vous qui êtes à l'initiative. Ouais. Daniela, tu voulais intervenir? Oui, j'avais encore une question, Caroline, merci. Au niveau des CP qui sont apposés avant le 31 mai, nous avons des personnes qui sont en chômage 100%. Pendant cette période-là, est-ce que l'employeur peut obliger la pose de ces congés-là ou ils sont automatiquement reportés comme en cas de maladie ou maternité ou autre absence? Que se passe-t-il avec ces congés? Alors, vous avez le droit de… Alors, le droit dit que dans des circonstances exceptionnelles, et on y est, ça on le sait, on y est, vous avez le droit, quand le salarié a déjà posé ses congés, de lui demander de les déplacer. Ça, vous avez le droit. Vous n'avez pas le droit, en revanche, de lui demander, vous n'avez pas le droit, vous, en fait, de les reporter ou de les poser, sauf accord collectif. Donc là aussi, il faut passer par un accord collectif. Donc, ceux qui sont déjà posés, vous pouvez les bouger. Ceux qui ne sont pas posés, vous ne pouvez pas les faire poser ou les faire poser, sauf accord collectif. Et même s'il y a un accord collectif, c'est dans un maximum de 6 jours. Et si l'employé lui-même il est en demande? Sur le report, en revanche, pour répondre très précisément à votre question, c'est que en fait, normalement, les CP, vous le savez, c'est l'adage pas pris perdu. Donc, normalement, des congés qui ne sont pas pris pendant la période de référence sont perdus, sauf si effectivement, c'est la faute, entre guillemets, de l'employeur. Et là, on peut considérer effectivement, même si ce n'est pas votre faute à vous, employeur, mais c'est la faute des circonstances, que ces congés vont être reportés. Ok, merci. Et une petite question après j'arrête. Au niveau des personnes qui sont en télétravail, quand cela est possible, bien sûr, qu'en est-il du retour? Est-ce qu'ils sont tous obligés de revenir ou si par exemple on se rend compte que l'employeur n'a pas mis en place, tout ce qu'il faut, est-ce qu'ils peuvent dire non, moi je reste en home office tant que ce n'est pas réglé en fait? Alors pour le télétravail, ça c'est assez clair depuis maintenant quelques semaines, c'est que lorsqu'il y aura le déconfinement, il faut privilégier le télétravail. Donc, dès lors que le télétravail est possible, vous pouvez laisser un télétravail. Il faut évidemment que les conditions soient réunies pour que le télétravail puisse se faire, mais il faut le privilégier. Et là, alors là, je parle, je dirais, au vu des médias, hein, mais
il me semble que le Premier ministre a indiqué que de toute façon, le télétravail serait encore instauré pendant 3 semaines après le 11 mai. Donc, ça veut dire que de toute façon, on laisserait tout le monde en télétravail de manière, entre guillemets, obligatoire, même si je n'ai pas de texte pour l'instant à vous citer, puisque c'est une annonce, je ne sais pas si elle va être suivie d'effet ou pas. Il y a quand même eu beaucoup d'annonces qui ne se sont pas retrouvées après dans les décrets, dans les ordonnances. Mais l'annonce serait que pendant 3 semaines, on reste en télétravail pour ceux qui sont en télétravail et qu'ensuite, on privilégie autant que faire se peut, sans obligation, le télétravail. Ok, merci beaucoup. Je précise juste aussi pour les personnes qui sont vulnérables, parce que je ne sais pas si j'ai été claire là-dessus, pour les personnes qui sont vulnérables, arrêt de travail et donc basculement en chômage partiel, sauf évidemment si le télétravail est possible. Cette vulnérabilité ne les empêche pas de travailler si elles peuvent travailler en télétravail. C'est uniquement le retour sur les locaux de travail qui n'est pas possible. Pour le télétravail, pour compléter la question de Daniela, est-ce que l'employeur peut faire revenir la personne qui est en télétravail parce que l'employé préfère par commodité ou par confort continuer le télétravail, alors que nous préférons le récupérer avec nous dans les conditions sanitaires optimales? Oui, bien sûr, vous pouvez le faire. Autre question? Oui, Bruno? Oui, vas-y, Giuseppe. J'ai une petite question au sujet du télétravail qui sûrement a été déjà posée, ou alors c'est une question complètement… on peut mixer du télétravail et du chômage partiel? Oui. Oui, tout à fait. Vous pouvez, en fait, dans le cas, ça va se faire, à mon avis, beaucoup dans le cadre de la reprise. Quelqu'un qui était en chômage je dirais, sur l'ensemble de sa durée de temps de travail, vous le faites reprendre de manière progressive. Donc, il va venir travailler, mais au lieu de travailler sur les lieux de travail, il va télétravailler. D'autant plus je le fais déjà, moi, mes agents de réservation. Oui, mais non, je sais pourquoi j'ai posé cette question-là, mais je sais très bien que tu l'avais déjà posée, mais je voulais une confirmation, c'est tout. On peut même faire du temps partiel puis du chômage partiel. Oui, tout à fait. Très bien. Merci, Caroline. Merci. Une autre question? Juste pour rebondir sur Stéphane et Giuseppe, il faut faire attention de bien noter les heures travaillées à l'entreprise et télétravailler, parce que là, en termes de contrôle, comme disait Caroline, il faudra qu'on ait une traçabilité. Ah oui, complètement. Là, tous les justificatifs, et vous avez raison David, c'est vraiment important de manière générale. On le fait quand les salariés viennent dans la structure, donc il faut aussi le faire quand ils sont en télétravail. Et quand ils sont moitié en chômage partiel, qu'ils soient chez eux ou qu'ils soient dans l'entreprise, il faut vraiment noter toutes les heures. Ouais. C'est impératif. Ouais. Là, je vais demander une dernière question parce qu'après, on va devoir passer à la conclusion. Qui se lance? Dernière question. Oh bah dis donc. Selon vous, Caroline, le télé-restauration va réouvrir à partir de quand? J'ai pas compris le quoi va rouvrir. Selon vous, oui. Je pense que vous avez. Selon vous, suite aux annonces, aux dernières annonces du Premier ministre, le télé-restauration va réouvrir à partir de quand? Va réouvrir forcément, mais est-ce que vous avez déjà, selon vous? Je n'ai pas ma boule de cristal avec moi. Non, c'est pas Madame Irma, hein. Elle s'appelle que Caroline. Je ne sais pas du tout. Bruno, tu m'as demandé la dernière question. Je ne sais pas du tout. Honnêtement, je ne sais pas du tout, d'autant qu'on a eu des annonces qui ont été assez contradictoires. Donc, c'est compliqué de savoir. Il est très taquin, Giuseppe. Avant 2021. Alors, je vous donne les règles du jeu pour le prochain webinar. Je vous propose, de façon tout à fait autoritaire, de limiter les questions que vous allez poser à Caroline à 2 questions par établissement. Voilà. Caroline nous rend des très fiers services et à un moment donné, je ne voudrais pas qu'on lui ait posé toutes ces questions de façon très sympathique et que ça puisse ensuite obérer sur des éventuels abonnements de consultation qu'elle puisse faire parce que ça reste aussi son métier. Avec 2 questions par établissement, ça fait déjà pas mal et je sais qu'en plus, elle va traiter la 3e partie comme elle l'en a prévu et de façon très organisée.
Je vous mets également le partage d'écran en ligne ici, de façon à ce que vous ayez de nouveau ces coordonnées. Je remercie tout le monde d'avoir participé à cet atelier. Je vous dis pour certains à tout à l'heure pour le point sur les clients et la partie commerciale. Pour les autres, à la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt et un remerciement appuyé pour Caroline et encore une fois de sa très belle prestation. Merci. Merci Caroline. À bientôt. Merci, Bruno. Merci, À bientôt. au revoir. Au revoir. Au revoir.